Bienvenue au podcast Santé Sport, le podcast où on discute avec des gens actifs, des professionnels de la santé et des intervenants du monde du sport. Notre invitée aujourd'hui, elle a complété 3 ultras de 1000 km en vélo au Québec, au Portugal et en Corse. En 2019, elle a été la première femme à réussir en solo le Challenge Bonneville de 808 km avec un délai maximum de 48 heures au Mont-Tremblant. Quand elle n'est pas en selle, elle écrit pour Vélomag, Nature Humaine et pour son blog Peinteuse Blogueuse. Veuillez accueillir Geneviève Hellé. Bonjour Geneviève, bienvenue sur le podcast Santé Sport. Merci d'être là. Bonjour Félix, merci de m'inviter. Good. Tu as quand même fait 3 ultras de 1000 km à vélo. Tu as fait un peu d'expérience de course aussi. Quand on est pendant 1000 km, c'est à peu près 90-100 heures en ligne sur un vélo. Des fois, il faut aller très profond mentalement. Oui. Dans le monde de l'ultra, avec ton expérience, c'est quelle la plus grande leçon que tu as apprise d'avoir fait du ultra? Ben, c'est sûr qu'on apprend des choses différentes à chaque fois, là. C'est certain que ma première course d'ultra, j'ai appris bien des choses, peut-être celles que je ne m'attendais pas nécessairement. Mais globalement, je dirais que, ben, on apprend qu'on ne peut pas tout prévoir, même avec la plus grande préparation, même si on essaie de tout contrôler, c'est sûr que ça ne se passera pas exactement comme ça. Hem, ça ça force un peu le lâcher prise, puis, à se faire confiance justement. Puis dans le fond, c'est de comprendre un peu que la destination, faut aimer le processus plutôt que la destination. Donc la destination est moins importante que le voyage pour s'y rendre, je dirais là. Fait que Puis au c'est ça, c'est niveau, vraiment une leçon de c'est ça, d'aimer le processus, puis tout ce qu'il faut faire là-dedans. j'imagine qu'après d'avoir terminé un 100 heures sur la selle, il y a un certain sentiment de fierté à la toute fin. Mais comment tu décrirais d'apprécier le processus pendant, qui va être quasiment plus bénéfique que la fierté qu'on a à la fin de l'événement? Hem, ben, le pendant, c'est, tu sais, moment présent, là, ça fait un peu cliché, là, de dire ça comme ça, mais c'est vraiment de se mettre dans le moment présent parce que le focus peut changer, là, en un claquement de doigts. Il peut se passer des niaiseries. Des fois, c'est banal, c'est quelqu'un qui te coupe, c'est tu plus d'eau, n'importe quoi, mais ça ton état d'esprit peut changer vraiment en quelques secondes. Fait que c'est vraiment, ouais, de rester dans le moment présent puis d'apprécier ce qu'il y a autour, puis il y a toujours du positif dans quelque chose, même si c'est la pire journée que tu as à vélo, c'est travailler dans ta tête, trouver une solution pour te dire: «Bah, finalement, il y a sûrement quelque chose de positif, trouvons-le». Fait que c'est un peu ça, ouais, dans le processus. Good. Il y a certaines personnes qui pourraient penser, quelqu'un qui n'est pas habitué au monde de l'ultra, moi je suis quand même un petit fan avec un 250 km dans une journée, là, je ne suis pas dans le 1000. Mais il y a des personnes à l'extérieur du monde de l'ultra qui pourraient dire: «Hey, c'est des méchants fous braques de vouloir se Oui. lancer là-dedans». Toi, comment tu es arrivé dans le monde du sport? C'était quoi ton parcours sportif? Moi, à la base, j'étais une coureuse, donc je faisais de la course à pied, à la base sur route, ensuite en sentier. Mais j'ai toujours aimé l'endurance. J'ai toujours, voulu étirer les distances, rallonger le tout. Puis le vélo, ben, j'ai toujours fait du vélo pour me déplacer, là, dans la vie quand j'étais jeune et tout, mais dans ma tête, j'avais pas le temps de faire du vélo. Ça prenait trop de temps par rapport à la course, fait que je me disais: «Ah non, j'achèterai pas de vélo». Finalement, je me suis mise à donner des cours de spinning parce que, bah, je m'entraînais. Ça m'aidait à moins me blesser, en course à pied. Puis justement, à un moment donné, je me suis dit: «Bon, tu sais, allons-y pour l'achat du vélo, on verra ce que ça donne». Puis, c'est ça, j'ai vraiment aimé ça, j'ai vraiment eu la piqûre parce qu'on peut aller encore plus loin qu'en course à pied. J'ai trouvé que l'aspect endurance était vraiment là aussi. J'aime ça quand ça devient mental. Puis, ben, c'est ça, de fil en aiguille, je me suis inscrite à des distances un peu plus longues. Je me suis inscrite je pense que c'est en 2010, ouais, juillet 2018 au, défi des 21, c'est au Saguenay, dans le fond, c'est un 330 km, 5000 mètres de dénivelé, si je ne me trompe pas. Puis c'est ça. Puis la première fois que j'ai tenté la chose, j'ai eu un gros accident.
J'ai aucun souvenir, là, c'est on roulait en peloton, je sais pas, je me suis plantée comme au 40e kilomètre, quelque chose comme ça. Fait que, ben, c'est ça, je me suis réveillée dans l'ambulance et tout. Puis dans le fond, ça a développé en moi quelque chose qui fait que je ne peux plus rouler en peloton. J'ai peur, tu sais, je suis pas, tu sais, j'ai perdu un peu la vue d'un œil, je suis pas, tu sais, je suis pas à l'aise du tout. Fait que c'est ce qui a fait que de plus en plus, je me suis mise à rouler toute seule. J'ai voulu retourner chercher un peu ce que j'aimais dans l'endurance, mais seule par moi-même. Donc ça ça a un peu, ça m'a fait bifurquer vers l'ultra un peu plus malgré moi, je dirais, dans le sens où ce qui me restait, c'était de rouler seule en solo. Puis je me suis rendu compte que j'étais bien là-dedans, que c'était un état d'esprit que j'aimais, puis que, ben, ça me permettait de dépendre que de moi-même, là. Fait que c'est vraiment j'avais comme un j'enlevais un peu le stress là, du peloton, des gens autour et tout. Puis, ben, c'est ça, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'est ça, j'étais bien là-dedans, donc j'ai allongé encore plus les distances, les voyages, je me suis mis à me lancer des défis plus longue distance et tout. Fait que voilà, je pensais peut-être pas un jour me rendre à faire des événements à l'étranger comme ça, mais pourquoi pas? C'était-tu quand même un gros peloton? Je m'en rappelle pas, là. Je pense qu'on était une OK, dizaine. On tu sais, vraiment? dans le fond, on s'aidait de temps en temps, puis c'était vraiment Ouais. au début de la journée, il devait être comme 7 heures le matin. Fait que le soleil était vraiment il était en train de se lever, il était vraiment dans les yeux. Je vais dire une dizaine, là, mais pas plus que ça, là. C'était pas une course comme un pack, là, qu'on voit dans les grosses courses. Ça reste une course quand même de longue distance, donc les gens s'entraidaient par petits pelotons, là. Mais c'est ça, il y avait une roche par terre, puis j'ai été aveuglée, quelqu'un est aveuglé, la roche, tu sais, peu importe, là, ça a fait, j'ai embrassé l'asphalte, assez vite. Ouais. Pour les auditeurs qui font pas de vélo en peloton, est-ce que tu peux expliquer la difficulté technique de rouler en peloton? Ben, Ça fait un peu premièrement, ça longtemps. prend ça prend de un, je dirais, une très grande confiance, en ses capacités, mais aussi en celles des gens autour de soi. Puis la difficulté, c'est qu'on est très proche d'une roue à l'autre. Fait que des fois, il peut y avoir un 10 centimètres, ma roue avant avec la roue arrière du cycliste à l'avant. Des fois, c'est un peu décalé de côté, peu importe, mais on se coupe le vent. Dans le fond, on s'entraide. Il y a vraiment un effet d'aspiration qui est vraiment puissant. Puis c'est d'être toujours alerte. Dans le fond, c'est de faire confiance à l'autre en avant parce que tu vois pas les écueils de la route, tu vois pas les roches, tu vois rien ou presque. Fait que la personne devant te fait des signaux pour justement te dire quoi réagir, quoi anticiper. Mais c'est ça. Moi, c'est non, il faut que je vois devant là, tout le temps. Fait que des fois, je roule à un ou 2, c'est des gens que je connais, mais je me laisserai pas tirer par n'importe qui que je croise, là. Non, puis pour les personnes qui ne savent pas, quand tu es en peloton, la vitesse, c'est Mmh. vraiment plus rapide étant donné qu'on se protège du vent. Ouais, Donc, si tu roules tout seul à 25, 27, 28, tu arrives en peloton, ben, c'est 34, 35. c'est ça. Et Ouais, ouais, ouais. si tu es avec certaines personnes déchaînées, des bœufs, des fois que j'appelle, ou des chevaux, Mmh. ça peut monter à 35 et plus assez facilement. Ouais, c'est ça, puis tu te laisses emporter, puis tu sais, c'est l'effet de groupe, veux pas, c'est un beau feeling, sincèrement, là, c'est quelque Oui, chose d'enivrant, là, c'est quelque chose de plaisant, mais ouais, ça prend, c'est ça. ça, ça prend une certaine habileté puis une certaine Ouais. confiance, comme tu le mentionnais, Ouais, là, ouais, ouais, avec mais c'est ça. rouler en peloton avec des personnes, que ça prend fois avec qui tu roules, là, c'est pas, c'est pas évident. C'est risqué. Yes. T'avais-tu fait d'autres sports ou t'avais seulement t'avais fait pas mal plus, course, vélo? J'avais fait du ski de fond, ben, je fais du ski de fond depuis que je suis très, très jeune, là, j'en fais quand même encore beaucoup. J'avais fait un petit peu de compétition, mais tu sais, très, au primaire, là, juste pour dire que mes parents ont dit: «Ah, elle a du potentiel, on va y aller comme ça». J'ai un oncle qui a fait justement les olympiques en biathlon, là, fait que tu sais, c'était une inspiration, là, c'était vraiment, fait que c'est ça, mais c'est ça. Puis encore une fois, dans le ski de fond, d'année en année, tu sais, j'allonge les distances. Puis l'année dernière, j'ai fait un 60 kilomètres. Tu sais, j'aime ça, j'aime vraiment quand c'est ta tête qui prend le dessus sur ton corps, là. Ouais. En classique ou en skate? Le 60, c'est en classique, mais j'aime bien les 2. Je pense que je préfère le skate, très honnêtement. Ça rentre plus vite au poste. Oui, oui. Très difficile le skate. Ouais, ouais, ouais. Tu l'as mentionné brièvement tantôt, ben, brièvement, on en a parlé. Ta chute en peloton, c'était pendant la course. Tu as eu beaucoup de blessures physiques, suivant ça. Est-ce que tu veux rentrer dans les détails Ouais, je peux en parler un sur les peu, mais en blessures? fait, j'ai quand même été chanceuse malgré tout, là. Tu sais, je dis embrasser l'asphalte, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Les blessures étaient vraiment dans le visage.
plusieurs fractures au visage, les dents, le palais, tout ça cassé. J'ai perdu, une partie de ma rétine à la suite de ça. Donc la vue est quand même affectée, mais physiquement, une semaine après, je conseille ça à personne, là, c'était pas une bonne idée, mais j'ai eu une bonne commotion, on s'entend, ça a été ça le plus difficile à réparer, je dirais. Mais tu sais, j'avais l'envie de retourner sur le vélo pour voir si j'allais encore être capable. Puis je pense qu'une semaine ou 2 après, je suis quand même allée faire un tour de petite piste cyclable. J'étais pas bien, là, je me sentais pas bien, mais je voulais voir si ça allait. Parce que les jambes, les bras, j'avais rien. Donc c'est vraiment tout était au visage. Puis, ben, c'est ça. C'est sûr que la blessure, moi, que j'ai trouvé la pire, c'est physiquement quand tu te regardes dans le miroir et tu te reconnais pas, là. C'est ça que j'ai trouvé le plus complexe. Maintenant, ça va, puis je suis capable de me regarder dans le miroir, ça va, je me reconnais encore, mais c'est ça, ça a été le plus difficile, ça a été vraiment la commotion, revenir, psychologiquement. Je venais de commencer un nouveau travail que j'ai encore en ce moment, mais tu sais, ça faisait 2 mois que j'étais là. Fait que tu rentres au travail, tu te rappelles plus du tout ce que tu faisais. J'étais complètement désorganisée, là. C'était vraiment je suis quelqu'un dans la vie qui a comme 8 emplois, qui gère ses affaires tout le temps au quart de tour, puis là, j'étais plus capable de me faire un lunch. Tu sais, à m'habiller pour aller travailler, c'était trop, là. Fait que ça a été quand même, difficile à remonter, mais j'avais la conviction ou en tout cas le désir profond de revenir au niveau où j'étais. Donc je me suis réinscrite à la même course 1 an plus tard. J'ai été compléter la chose, puis plus jamais je vais refaire ce parcours-là. Je me rappelle, je suis repassée exactement où était la chute, parce que j'avais regardé sur, Strava et tout. Puis je me rappelle là, me dire: «OK, c'est ici que ça s'est passé, je laisse ça derrière moi», j'ai continué, puis, j'ai terminé le parcours. Puis psychologiquement, ça m'a vraiment fait du bien là, de clore la boucle. J'ai comme conjuré le sort un peu là. Fait qu'après ça, je me suis tu sais, dans le fond, je me montrais que j'étais revenue à un niveau physique adéquat, probablement plus fort en fait. Puis justement, là, psychologiquement, ça a juste comme ça a vraiment fermé la chose, puis je passe à autre chose après là. As-tu eu des séquelles de commotion longtemps? Heu, Concentration encore un peu, je dirais, mais j'ai pas, tu sais, j'ai pas eu de grosses douleurs, d'étourdissement. J'ai été vraiment chanceuse, là. C'est la vue, je pense que j'ai de la difficulté qui génère certains inconforts quand je travaille, là, plus que la concentration elle-même, là. Peut-être un peu de mémoire, des trucs comme ça, mais tu sais, pas, non, j'ai ça je pense que ça s'est rétabli, là, quand même très bien, Ben, c'était drôle que tu parlais du Strava, que tu as retrouvé là. ma chute. Moi, quand j'ai chuté, ben, j'ai fait une commotion, au biathlon. C'est Ouais, un peu ce qui a arrêté, ma carrière. Puis on voit là, on voit la vitesse. Moi, c'était sur Polar, là. Ben, ouais, dans le temps, c'était en 2014 que j'ai fait la commo. Tu vois la vitesse, puis à un moment donné, ça 0. ouais. Puis là, tu es comme: «OK, ouais, non, Ah ouais, c'est arrivé sec». C'est ouais, arrivé sec, c'est puis maintenant, moi, ben, c'est le soleil. Moi, c'est jamais revenu. OK, Heu, il fait je con Si j'ai à conduire 1 heure ou 2, puis il pleut à grandeur, ouais. nuages couverts, lunettes de soleil. Mais c'est J'ai pas le drôle que choix. tu dises ça parce que moi, j'ai toujours pensé que c'était à la suite de mon opération à l'œil, mais je suis vraiment éblouie facilement maintenant. Mais il y a peut-être un lien, je sais pas. Puis Mais, la blessure, la chute est arrivée à quel mois de 2018? En début heu, d'été? puis juillet, ouais. Puis j'ai fait En juillet? ouais, dans le fond, puis je me suis inscrite après au 400, kilomètres du défi de 404? Bonneville, là. Ouais, mais là, c'était 2 fois 200 parce que je me disais: «Ah, je vais être capable». C'est 2 fois 200, c'est déjà un gros défi pour moi. Puis, c'est Dany Bonneville qui m'a dit: «Ah, tu capable, tu fais des longues distances». Puis j'ai comme commencé cet été-là à faire des longues distances toute seule. Puis finalement, j'ai vraiment fait 2 fois 200. Puis l'année d'après, j'ai fait le 800. Mais, c'est ça, c'est grâce à lui qui a cru en moi. Je ne sais pas où il a puisé à quel point il a cru en moi pour ça, là, mais, bref, ça a vraiment fonctionné. 2 mois, il savait que tu avais chuté, là? Ouais. Mais il savait que j'avais en fait, Puis il voyait mes trucs sur Strava, puis il voyait que j'allongeais les distances. Je pense qu'il a su après que j'avais chuté, là. Parce qu'on s'est OK. parlé, on s'était vus à Tremblant, on se connaissait pas. Puis, c'est ça, c'est vraiment il a comme semé une graine, puis, ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Puis Tremblant, ben, c'est ça. J'avais jamais roulé là, j'ai trouvé ça fascinant. Donc, mmh. Puis, c'est pas
l'entraînement idéal d'aller se planter 2 mois avant pour aller faire, 2 400 m. Non. Mais la préparation d'un ultra, ça ressemble à quoi? Tu peux pas faire des 1000 km à chaque semaine, bien évidemment, là, pour Non. t'entraîner, là? Mais il y a quand même tu sais, je suis quelqu'un qui est active, à longueur d'année, on s'entend. Hem, c'est pas tu sais, je le vois sur il y a sur 1 an, mais il y a aussi sur plusieurs années. Fait que c'est certain que le bagage que j'ai, oui, tu sais, côté organisationnel, puis côté, psychologique, hem, ça se forge d'une année à l'autre, mais il y a quand même une certaine fondation, là, je sais pas comment le dire en français, mais que ton corps, il maintient un peu. Donc les premières courses d'ultra que, j'ai faites, probablement que je les ferais cette année en disant: «Ah, tu sais, je suis pas trop entraînée, mais je le sais que je suis capable parce que je me connais, je connais mon corps, comment il réagit au bout de tant de kilomètres». C'est sûr que si je prenais une pause de 5 ans, là, je recommencerais au complet. Mais, donc non, je peux pas faire des 1000 kilomètres pour m'entraîner. Ce que je fais habituellement, je fais des longues sorties. J'essaie de faire un 300 une fois, là, au moins avant, mettons un 3 4 semaines avant. Sinon, ben, un 200. Disons que quand j'ai fait un 300 dans ma journée, tu sais, je peux cocher la case en disant: «OK, ben, je suis prête». Je fais aussi des petits blocs tu sais, j'alterne, mettons 2 3 jours en ligne, je fais des 100 150 200. C'est pour condenser un peu, simuler un peu le 1000 kilomètres. De toute façon, tu sais, je le fais pas en continu dans les événements. Je prends le temps de dormir, je prends le temps d'arrêter. Donc c'est vraiment de stimuler le fait que tu t'en vas rouler, tu recommences le lendemain parce que faire ça une journée, c'est correct, mais c'est de recommencer qui est le plus difficile. Tu le fais dans des conditions, tu sais, qui peuvent être, des réelles. Donc, tu sors quand il pleut, quand il vente, quand, tu sais, quand il fait froid, quand il fait noir. Tu simules des côtes, tu fais tu sais, c'est vraiment de travailler la force mentale, là. Moi, je pense que c'est là-dessus que j'ai comme une relation amour-haine avec les côtes, mais je me suis rendu compte que je grimpe bien. Donc, aller faire des ascensions de côtes, là, moi, je rentre dans ma bulle, puis au début, j'haïs ça, là, je commence, puis je suis comme: «Ah non, je peux pas croire, je m'enligne pour 20». Finalement, après la moitié, là, je sais pas où je suis rendue, mais c'est vraiment psychologique. Je rentre dans ma bulle, puis, ouais, c'est vraiment de varier, c'est vraiment de mais non, c'est pas de s'épuiser à faire un 1000 kilomètres. C'est comme quand on s'entraîne pour un marathon, la première fois, tu vas pas aller courir le 42, tu sais. Tu arrêtes à 30, tu dis: «Je suis capable de faire un 30, psychologiquement, je vais être capable le jour de la course de faire un 42, là». C'est un peu le même principe, en fait. C'est quoi ton nombre de records de Côte Gilmore en une journée? Je crois que c'est 25, mais l'année passée, j'ai pas refait je l'appelle mon défi stupide mental, là. Mais, j'ai fait 25 il y a 2 ans. Puis l'année dernière, je faisais beaucoup de 10-15, 10-15, 10-15, puis j'alternais les puissances. Ça a comme pas donné d'année en année, j'essayais de battre mon chiffre de l'année d'avant, là. Mais tu sais, je pense que je pourrais la faire indéfiniment, là, tu sais. Je pense que, tu sais, ça ferait mal, puis je continuerais quand même. On dirait que je rentre vraiment dans un état d'esprit, là, qui est très bon hem, à développer pour l'ultra, dans le fond, parce que quand tu roules tellement longtemps puis que tu as mal partout, il faut que tu focuses sur autre chose, là. Fait que c'est la même chose avec la côte, là, tu sais, tu te mets à penser à autre chose, puis, tu oublies un peu. Tu oublies que tu as mal? Ouais, il faut. Puis quand tu fais ton défi, est-ce que tu montes puis tu redescends directement à Côte Gilmore ou tu fais une petite boucle, Quand je fais le défi, je Saint-Hyacinthe puis tu monte puis je redescends redescends après? tout le long. OK. Ouais, c'est vraiment, c'est ça. Je fais le sentier, je descends par la côte, sentier-côte. Hem, Puis souvent, je prends une pause, mettons, aux 2/3, tu sais, je mange un petit peu en haut. Puis je vais prendre ma pause plus loin que la première moitié juste pour que psychologiquement, il m'en reste moins. Puis après ça, je vais couper. Je vais peut-être prendre une ou 2 pauses dépendamment, là. Mais, ouais, j'essaie de pas trop arrêter parce qu'après ça, tu te mets à réfléchir puis, c'est dur de recommencer. Puis en hiver, on est au Québec, malgré tout, il y a quand même, de l'hiver. Ouais, Est-ce que tu es plus, rouleau ou extérieur? ben, je me déplace en vélo, mais j'ai pas des longues distances à faire, là. Fait que c'est vraiment plus pour le défi puis, parce que j'aime pas marcher pour aller travailler. Mais c'est pas un entraînement réel, là, c'est vraiment plus me garder active. Je donne des cours de spinning, cardio-vélo 2 fois semaine. Fait que ça, c'est sans dire que c'est mon entraînement à moi, c'est quand même un bon maintien, là. Puis, sinon, ben, c'est vraiment je suis sur Zwift, sur la base d'entraînement. Normalement, j'ai de la difficulté à m'entraîner à l'intérieur parce qu'il me faut un objectif tout le temps. Là, c'est certain que j'en ai un là, dans 2 semaines, donc j'ai pas eu le choix cet hiver-là. Je l'ai vraiment fait, là. Puis c'est la première fois de ma vie que je m'entraîne autant à l'intérieur. Puis je dois avouer que, une fois que la routine est prise, j'ai aimé ça, sincèrement, là. C'est sûr que là, je suis très bien équipée. J'ai un écran avec la télé, les films et tout. J'ai des écouteurs Bluetooth, tout est je suis vraiment, vraiment bien installée.
Fait qu'il y a pas de raison que j'aime pas ça, mettons, là. Mais ça reste que de faire un 6 heures, 6 heures et demie sur Zwift, là, c'est long. Fait que c'est ça, tu stimules du dénivelé, tu fais la même affaire. On a la chance aujourd'hui d'avoir une technologie vraiment puissante là-dessus. Fait que ouais, je me suis bien équipée pour ça, puis, je verrai si c'est payant. J'aurais pas fait ça pour ma première course d'ultra, là, j'aurais pas pris ce risque-là de pas rouler dehors avant, mais, c'est ça. J'ai l'impression qu'avec le bagage des autres années, ça devrait aller, là. Dans la première année que j'avais vendu des vélos. J'avais une job, étudiante, dans une shop de vélos. OK. Puis c'était quand les premiers trainers smart étaient Ouais. arrivés. Avec la roue, là? Ça prend ouais, mais OK. smart avec l'intelligence, le style Zwift, là, le gaming Ouais, mode qu'on pourrait appeler, ouais. là. Il fallait une licence Google Earth. Après OK. ça, il fallait une licence Zwift. Il fallait un ordinateur de gaming. Je pense que c'était 8 gigs de RAM dans le temps, là, on parle Ah de ouais. 2012-2013. C'était vraiment pas fameux. Il y avait pas tout l'élément de compétition. Tu pas mal tout seul, mais tu Ouais, pouvais ouais, rouler ouais. partout dans le monde. OK. Mais puis là, tu sais, quand j'ai arrêté le sport, j'étais plus tant dans le monde du vélo. Fait que quand je suis revenu dans le monde du vélo 3-4 ans après d'avoir arrêté le sport, puis que je vois que ça a changé Hein, complètement. Je hein. regardais ça, cette année pour m'acheter une base, puis j'étais là: «Wow, OK, Ah non, c'est c'est rendu débile, là». inimaginable. Ouais, ouais, tu sais, la mienne, elle simule les vibrations, là. Là, je OK. l'ai enlevé, là, mais tu sais, quand tu as de la gravelle, ça simule le gravelle. Crou, crou, crou. Quand tu as un pont, ça fait des toc, 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 toc. C'est As-tu le son vraiment aussi ou oui, oui, ben, si tu le mets, tu as le son, là. Mais, moi, ça OK. m'énerve, là. Je suis comme: «Oh, ça bouge trop, j'aime pas ça». Mais, non, c'est vraiment bien fait. Puis, je suis quand même, j'aime l'aspect jeu vidéo, là. Fait que, ouais, moi, Zwift répond bien à mon besoin. J'ai essayé d'autres plateformes, puis finalement, tu sais, je reviens tout le temps à Zwift parce que je trouve que tout est là. Mais il y en a plusieurs qui s'équivalent, puis, sont pas mal toutes bonnes, là. As-tu une sortie, fétiche, proche de Québec? Hem, J'en ai plusieurs. C'est certain que ça varie selon la saison parce qu'à un moment donné, je suis un peu tannée de faire les mêmes parcours, là. Mais, moi, j'ai été élevée à Saint-Augustin, fait que j'aime beaucoup retourner rouler sur le bord du fleuve. Ça, c'est quand même une belle sortie, chemin Saint-Louis, je descends, je roule près du fleuve à Saint-Augustin, puis je reviens, dépendamment, jusqu'où je vais aller là, soit par la 138 ou, je reviens par le même chemin. Puis, sinon, ben, c'est certain que les en fin de saison, j'aime beaucoup, les sorties plus contemplatives. Donc, je me lève super tôt, je pars à la noirceur. Je m'en vais faire un aller-retour, par des cheminots, jusqu'à Saint-Raymond. Je me mets un podcast. Je reviens, je m'en vais travailler. Fait que je me fais mon petit 100 kilomètres avant d'aller travailler. Ça, c'est vraiment des belles sorties, là. Tu sais, tu vois le lever du soleil, il y a des petits animaux, tout ça, c'est super calme. Ouais, c'est 2 sorties que j'apprécie particulièrement, ouais. Je suis aussi un très grand fan, du corridor des cheminots. Ouais, hein? J'habite à 200 mètres du corridor des OK. cheminots, en fait. Fait que non, ça permet, tu peux en faire longtemps, Ouais. pas trop de char, puis, Ah mmh, oui, la limite, c'est toi qui t'en mets, là. exactement. Ouais, ouais, ouais. Tu as parlé, que tu avais une course, qui s'en venait, Ouais. donc tu as travaillé pour ça cet hiver. Est-ce que tu te sens un peu plus en forme, que des années précédentes? Ouais. Ouais, ouais, je suis sortie là quelques fois. Je suis peut-être sortie 3 fois, 4 fois là depuis, 1 semaine ou 2 dehors. On s'entend que j'ai pas fait des longues distances parce qu'il fait froid. Je suis allée faire des bouts de Côte-Gilmore, puis en ce moment, vu que j'étais un peu moumoune depuis l'accident, moi je roule avec des pneus à clous en début de saison. Donc, c'est assez tirant dans les côtes. Donc, mais en même temps, c'est une belle progression. C'est un peu on dirait que je sors de l'hibernation. Fait que je me dis: «Ah, c'est plus forçant». Puis à mesure, que j'enlève que je change de pneus, que je change de vélo, je deviens comme un peu plus, je me sens meilleure même si je le suis pas, mettons. Mais, je le sens dans mes jambes, là. J'ai vraiment, ouais, je sens que côté puissance, j'ai vraiment, plus travaillé avec les autres hivers. Tu sais, j'ai toujours fait du sport tout l'hiver, mais je faisais plus de ski, je faisais plus de randonnée, natation. Là, ça a vraiment été, puis je faisais de la course à pied. Là, j'ai arrêté de courir l'année dernière parce que j'ai comme des douleurs aux hanches. Donc, ça a vraiment été 100 vélo cette année. Puis, ouais, je le sens très, très bien. Dans les côtes, je suis capable de les attaquer et tout. Fait que j'ai hâte de voir sur mon vrai vélo, là, mon vélo de route, là, qu'est-ce que ça va donner, là, mais ouais, je me sens très en forme. As-tu un power meter puis un heart rate, quand tu es en Non, vélo?
Non, c'est ben là, Non? j'ai acheté un nouveau vélo que j'ai pas encore, mais il y en a un dessus, puis là, j'ai l'impression que qu'on va créer un monstre, là. C'est ça, tu sais, je suis pas une fille de vitesse pour le plat, puis ça, tu sais, de temps en temps, oui, mais pour les côtes, là, la côte Gilmore, là, c'est sûr que là, non, je vais être déchaînée, là, sur ça. Mais non, je suis très, tu sais, mon GPS est fermé, là, l'écran est noir, tu sais, je le regarde pas, c'est vraiment pour rentrer mentalement, là. Sinon, ça me déconcentre trop, là. C'est quoi la course qui s'en vient pour toi C'est, dans quelques la semaines? Desertus Bicus, c'est en Espagne, dans le fond, le départ, c'est au Pays basque, en France. Puis dans le fond, c'est la traversée de l'Espagne vers le sud jusqu'à, la Costa del Sol en bas. L'événement, dans le fond, il fournit 4 points de contrôle que tu as pas le choix de traverser, mais entre ça, tu fais ton propre itinéraire. C'est la première fois que je participe à un événement où je dois faire mon propre itinéraire comme ça. C'est un petit stress là, au départ, tu vois tout le monde partir, puis tu te demandes si tu as fait la bonne décision ou pas. Puis dans le fond, ça donne, moi, mon parcours me donne 1430 kilomètres. Fait que ça va osciller, j'imagine, entre 1300 et 1500 là, parmi les participants, selon si tu as pris la voie plus dénivelée, la voie plus gravel et tout. Puis, on a 7 jours pour faire ça maximum. Donc, c'est vraiment en autonomie complète. C'est ça. Ça part dans la nuit du 18 au 19 avril à minuit une. Le départ est donné. Puis, on est environ 350 participants, environ 150 femmes qui participent. C'est un taux de participation vraiment élevé. Je crois que c'est le plus haut taux enregistré là, pour une course d'ultracyclisme, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, si c'est pas le plus haut, c'est dans les Mmh. plus hauts. Donc, je vais aller vérifier pourquoi. Good. Puis comment qu'on se prépare à une course comme ça, là, Desertus Bacchus? C'est toi qui faisais ton propre parcours, mais c'est-tu de même pour toutes les courses d'ultra ou normalement il y a un Non, les parcours plus, courses plus défini? que j'ai faites avant, ça dépend tout le temps, là. C'est vraiment moi, les premières que j'ai faites, c'est, dans la série Biking Man. Donc j'avais fait le Portugal, j'avais fait la Corse l'année dernière. On te fournit le parcours, tu traverses les points de contrôle dans un délai, prescrit, là, selon la durée de la course. C'est 1 000 kilomètres en 120 heures. Côté dénivelé, c'est quand même très costaud, là, pour le Biking Man, là. Pour, la Corse, c'était 20 000 mètres de dénivelé sur 1 000 kilomètres. Hem, donc c'est ça. Normalement, on me fournissait le parcours, ça dépend tout le temps. Heu, Puis dans le fond, moi, je trouvais que c'était une belle progression. C'était un peu plus long, en termes de temps, en termes de distance. Puis, ben, c'est une progression pour moi de dire, ben, je fais mon itinéraire, donc je touche un peu plus à d'autres éléments. Là, je suis habituée de faire des itinéraires pour faire des parcours ici, tout ça, mais pas dans un pays étranger que je connais pas. Puis, ben, c'est sûr que moi, je vois ça comme une progression, puis je me dis un jour, j'aimerais ça faire la transcontinentale, qui est comme la mecque, là, plus ultra qui est vraiment la mecque des courses d'ultracyclisme. Puis ça, c'est 4 à 5 000 kilomètres, tu traverses l'Europe, dans le fond, dépendamment des années, là, c'est où le point de départ, l'arrivée. Puis là, tu es maître de ton itinéraire. Encore une fois, tu as des points de contrôle. Donc, je trouvais que c'était une belle entrée en matière là, pour la course un peu plus en autonomie, disons. OK. Quand tu Quand le parcours est préétabli, est-ce que tu es du genre à étudier le parcours d'avance en profondeur ou tu le regardes puis let's go, on y Ouais. va? Ben, quand c'était ici, mettons pour la Race Across Québec, j'avais pas, c'est sûr que c'est des coins que je connaissais quand même un peu là, mais ça me stressait moins parce que c'est mon environnement. C'est sûr que pour la Corse, le Portugal, ben, je pense que le Portugal, j'avais analysé, mais peut-être pas je savais pas trop à quoi m'attendre, donc pas tant que ça. Je m'étais fixé des objectifs par jour, que j'ai complètement changé quand je suis arrivée sur place parce que justement, j'ai réalisé c'était quoi. Mais encore, justement, je me suis un peu basée sur mon expérience du Portugal. Puis, c'est certain là, que je savais l'école les plus hauts, ils étaient où. Je me doutais, j'avais déjà réservé mes hébergements parce que moi, j'étais quelqu'un qui voulait dormir 4 heures, disons, par nuit, pas prendre une douche, pouvoir tu sais, recharger mes trucs et tout ça. Fait que c'est sûr que j'avais pas le choix d'analyser le parcours si je voulais me fixer des points d'arrêt d'avance. Là. Mais oui, là, je connaissais. S'il y avait une portion qui était descendante, une portion, tu sais, oui, c'est sûr que pas à outrance, là, pas par cœur, mais disons, ouais, je je connaissais bien. Est-ce que est-ce que tu fais un peu de visualisation pour te préparer ou
Quand tu es dans Heu, l'avion, là, puis tu es dans l'avion pour te rendre en Europe, est-ce que tu te dis: «OK, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça». Est-ce que tu étudies ou tu te ben, tu sais, c'est sûr que je vais repasser, mettons, les items que je traîne avec moi. Je vais peut-être repasser le contenu des sacs de mon vélo, tout ça, mais côté parcours, pas tant, vu que c'est un environnement nouveau pour moi. Peut-être que au fil du temps, peut-être qu'à force d'en faire, peut-être que je vais développer certains réflexes de me dire: «Bah, ça, c'est sûr, ça va ressembler à telle place, je me doute que». Mais, c'est encore trop nouveau, je pense, ouais, pour visualiser quoi que ce soit là, de ce côté-là, là. au niveau des hébergements que tu disais que tu avais déjà réservé là, d'avance, Ouais. Je l'ai pas avant fait cette d'arriver? année, là. OK, Ben, je l'ai fait pour la première nuit seulement, puis après ça, je prévois dormir dehors, en alternance, là, mais, OK. ça Ouais, aussi, on va voir, là. on mais où tu décidais de comment tu faisais pour décider que là, cet hébergement-là était la bonne? Est-ce que tu prévoyais, mettons, ton arrivée, ton départ? OK, je veux une place que demain matin, je pars en descendant Ah non, non, c'était ou c'est vraiment comme là? c'était vraiment une question de kilomètres. Parce que mettons au Portugal, je m'étais dit: «Ah ben, tu sais, j'ai déjà fait un 340 kilomètres au Québec. Première journée, je vais me rendre au premier point de contrôle qui est à 340 kilomètres. J'ai déjà fait ça». Finalement, en roulant, tu sais, là, il y avait un gros vent de face, il y avait des espèces de montées de 15-20 kilomètres. Ça marchait pas, là. Puis là, je voyais des participants qui s'arrêtaient aux 250 à peu près kilomètres par jour. Je me suis dit: «Ouais, j'avoue qu'il fait noir, je commence à être tannée, il fait froid». Là, la peur te prend parce que là, tu te dis: «Ben là, je suis pas équipée pour dormir dehors, qu'est-ce que je fais?» Puis là, finalement, je me suis dit: «Ben, tu sais, j'ai réservé un hébergement, mais c'est dans 100 kilomètres, je le ferai pas». Je pense qu'il était 9 heures le soir. Fait que finalement, ça s'était donné que j'ai fait 250 par jour. Puis, j'ai compris que c'était pas mal mon rythme, là. Puis même si j'avais poussé un peu plus, probablement que je me rendais, puis c'était correct, mais, je me base un peu sur cette première course-là, disons. C'est comme un peu mon étalon. Donc pour la Corse, c'est un peu ce que j'ai recréé. C'est sûr que là, le 250, ça donnait comme en haut d'un col. Fait que c'est sûr que j'ai réservé 30 kilomètres en bas parce que, ben, en haut, il n'y avait pas d'hôtel, en tout cas. Fait que ça donnait comme un 30 kilomètres de plus. Je me fiais au temps à peu près, je compare les dénivelés. Je suis rentrée à peu près dans mon horaire, là, pour la première moitié, je pense que j'étais 1 heure en avance. Puis après ça, ben, dans le gros col là, que j'avais sous-estimé naturellement. Je pense que je suis arrivée 1 heure en retard à mon hébergement. Mais tu sais, là-dedans, on oublie tout le temps qu'il y a des arrêts quand tu arrêtes de manger. Des fois, c'est pas juste 30 secondes, tu prends quelque chose. Tu sais, des fois, c'est plus long que ça. Les gens sont pas à ton service non plus. Tu sais, la vie arrête pas de tourner. Là. La Terre arrête pas de tourner pour les gens autour de toi. Donc, si tu arrêtes dans un commerce, il faut que tu comprennes que des fois, il y a des délais là, qui sont imprévus. Donc, c'est tout ça ensemble. Tu sais, je suis à peu près au bon, je suis quand même capable de bien estimer mon temps, là, mais c'est ça, je me base sur cette première course-là. Puis normalement, je pense que c'est un bon, c'est assez conservateur, mais en même temps, il ne faut pas se brûler non plus la première journée, là. Ça te prend combien de temps à peu près un 205 la durée d'un 250 kilomètres, quotidienne que tu vises combien Ben, c'est d'heures à sûr. peu près au total? Tu sais, ici, mettons, je m'en vais faire un 250. Mettons, je me dis: «Ah, il va y avoir, 1 500 mètres de dénivelé peut-être». C'est dans mon environnement, je connais mes dépanneurs, mes arrêts, tout ça, c'est des routes que je connais. Ça va me prendre quoi, 10 heures, mettons, là. Tu sais, je 10 heures, peut-être 12 là, dans le sens dépendamment avec les arrêts, tout ça. Mais là, tu sais, en Corse, je pense que la première journée, c'était 260 ou 270 que ça donnait finalement. Puis ça m'a pris, je pense, 14 heures roulées puis 16 heures au total là, de fait que, tu sais, c'est vraiment le dénivelé qui change tout, c'est vraiment les arrêts. Tu sais, c'est tellement différent quand tu es ailleurs, c'est pas tu sais, des cols européens, c'est tellement différent de nos côtes ici, même si, j'aime la côte Gilmore, là, ça n'a rien à voir avec des cols de 30 kilomètres, là. Fait que, ouais, puis tu sais, quand je suis arrivée en Corse, justement, c'est la première fois que je voyais des cols européens comme ça. Puis, mon ratio, pédalier-cassette, c'était pas un bon choix, là. Non, Il je était m'en pas suis rendu adapté? compte, mais trop tard. Puis je m'étais dit: «Ah, c'est correct, j'ai toujours roulé avec ça ici, ça va aller», mais ouf! J'ai les cols le dernier col, en fait, tous les cols que j'ai faits, la plupart, je les ai faits de nuit, heureusement, dans le fond, mais je zigzaguais dans la côte parce que c'était trop à pic. J'ai jamais mis le pied à terre, j'ai été correcte parce que tu es chargé aussi, il faut pas oublier ça, il y a du poids quand même. Mais ouais, ça fait que justement, là, c'est l'erreur que je ne ferai pas en Espagne dans 2 semaines. J'ai changé la cassette. On apprend, Ben, au fur et voilà. à mesure des courses qu'on fait, là. Exact. Justement, tu parlais que vous étiez chargé dans le terme que Ouais. vous avez des bagages sur le vélo.
Ouais. Ça peut représenter combien de poids à peu près? Ben, je pense que moi, je voyage pas léger, mais par exemple, en Corse, mon vélo, sans les 2 bidons d'eau, pesait 17 kilos, je pense. Je vais pas dire n'importe quoi, là, je veux dire entre 16 et 17 kilogrammes. C'est pas un vélo ultra léger, mais c'est pas un vélo lourd là, sans quand tu enlèves tout ça. Heu, Puis je pense que j'étais légèrement au-dessus de la moyenne quand même, là, si je compare avec les autres participants. Mais je pense que les filles, on apporte toujours un petit peu plus parce que bon, tu sais, on prévoit un peu plus là-dessus. Ou du moins on peut-être qu'on sait qu'on va passer plus de jours sur le vélo, donc c'est important de traîner plus de choses. Mais c'est ça, c'est quand même, ouais, c'est considérable là, c'est vraiment, ça change Quand même dans une 37 course. livres, 37 livres et demi sans les bidons d'eau. Ouais, puis là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que c'était vraiment ça, là, 16-17 kilogrammes là, ouais. Normal un vélo Je pense que mon vélo, il qu'on pèse, appelle tout nu. 12 kilogrammes là, tout ça, Ouais, 14, c'est je ça. sais pas, là, quelque chose comme ça, OK. même 12, ouais, ça, je sais pas. Mais il y a une bonne différence. C'est aussi, tu sais, Ouais, côté manœuvrabilité, tu sais, tu as beau avoir du poids, même si, tu sais, ça quand tu te penches, ça tire quand même, puis le vent, tout ça, c'est, dans les montées aussi, ça te tire vers le bas, là, fait que, ouais, ça c'est un prend peu moins aérodynamique, qu'un vélo de ouais, triathlon, mettons. oui, oui, oui. C'est quoi qu'il y a dans ces bagages-là? Hem, Ben, moi, je traîne un kit de rechange de linge, ça, c'est certain. C'est pas ça qui est lourd, mais moi, il me faut que je me change, quand j'arrive le soir, peu importe, il y en a un qui est je vais laver un kit, puis je vais faire le changement pour le lendemain. Il y a des outils, il y a une pompe. Dans l'ultra, tu ne traînes pas vraiment de cartouches de CO2 parce que, ben, c'est ça. Tu vas arriver vite au bout. Puis quand, de toute façon, à l'étranger, tu ne peux pas mettre ça dans l'avion. Fait que moi, même ici, je suis toujours avec ma pompe. Là, je ne me casse plus la tête. Là. J'ai mon sac de cadre, la pompe est dedans, puis je sais que je suis toujours équipée pour regonfler. Il y a quelques chambres à air, il y a quelques collations naturellement, des lumières, d'électronique, donc batterie, euh, power bank, là, batterie externe. Ensuite, ben, c'est ça. Pour la course en Espagne, ça, c'est la première fois que je traîne ça, mais je vais avoir un petit matelas, un petit sac de bivy, là, qui est un genre de petit, une tente, genre sarcophage, là. Puis un mini sleeping, il est vraiment, vraiment petit. Parce que les endroits qu'on traverse sont assez reculés. Puis je me suis dit que j'avais envie, en tant, tu sais, comme progression dans ma course, j'avais envie de l'essayer. Je me dis que c'est un climat, je pense, à certains endroits. Là. Il y a des bouts dans le désert, ça va être un peu trop froid. Mais ouais, j'ai envie de l'essayer, peut-être pas toutes les nuits en hébergement, mais alterner. Fait que c'est ça. J'ai réservé ma première nuit est réservée en hébergement parce que là où j'allais arriver, de toute façon, je pense qu'il fait -5 la nuit, là, ça marche pas pour dormir dehors. C'est ça. Les autres nuits, je vais réserver soit sur le fly le matin ou me coucher à quelque part pendant 3-4 heures. Mais c'est ça. Ça, c'est ma hantise, là, la nuit à vélo, c'est vraiment ma peur, là. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire que dans ce bagage-là, il va y avoir un kit complet là, pour dormir. Naturellement, il y a un manteau supplémentaire, lunettes de vue, ouais, des gants, tu sais, un kit un peu plus chaud, là. On essaie Good. d'être minimaliste, mais tu sais. Toi, ben, là, tu as dit que tu avais des chambres à air. Y en a-tu, dans l'ultra qui sont tubeless? Ouais, je pense que moi, c'est encore une fois, c'est un changement que je tarde à faire parce que je suis bien servie en chambre à air, mais le vélo que je vais avoir dans quelques semaines, j'ai pas le choix de faire du tubeless avec ces roues-là. Mais oui, je pense que je veux pas dire la plupart, je sais pas c'est quoi la proportion, mais je pense qu'il y a quand même une très grosse proportion qui est en tubeless parce que, les avantages sont considérables, là, côté, crevaison, côté pression des pneus, là. Vraiment plus faible. Donc côté confort, c'est plus confortable en fait là, avec, moins de pression dans les pneus. Puis, c'est ça, l'an prochain, là, je pourrais, à la Race Across en août, je pourrais, témoigner sur le tubeless. C'est bon. Puis le vélo pour faire des ultras de 1000 kilomètres, est-ce que c'est un vélo spécial? Est-ce que toi, tu as une Heu, préférence? c'est un modèle que dans le temps, j'avais acheté ça, puis tu sais, j'avais pas encore fait là, mon 1er 300, ou en genre je pense que j'avais fait un Québec-Montréal, mais tu sais, c'est du plat, là, j'avais pas fait vraiment d'événements en particulier. Puis c'est un vélo type endurance qu'ils appellent. Fait que tu sais, c'est pas quelque chose de trop agressif, c'est pas quelque chose de trop léger non plus. Donc c'est quelque chose qui absorbe vraiment bien. Je pense que c'est ça
le mot d'ordre dans ces vélos-là, faut que tu puisses rouler longtemps, faut que tu puisses être confortable. Donc, c'est certain que si tu as une position trop, tu sais, ça passe aussi par le positionnement, là, pas juste par le vélo. C'est certain que là, moi, en ce moment, j'ai pas de roue en carbone, donc je pense que je vais voir une grosse différence côté confort là-dessus. Largeur des pneus, tu sais, c'est au-delà du vélo, mais ça fait une grosse différence aussi. Fait que quand j'ai fait le Portugal, les gens me regardaient bizarre parce que je roulais en 32 sur un vélo de route, mais en 32 millimètres. Mais maintenant, ça commence à être la norme tout le temps. Puis je m'en passerai plus, je crève pas avec ces pneus-là. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus confortable. Fait que, ouais, je pense que c'est un ensemble de beaucoup de choses, mais c'est ça. C'est un vélo pas trop course, pas trop patate non plus. Un bel entre-deux, je dirais. Là. En alu? Non, c'est un vélo de Avec une couche de carbone carbone? pour la route, ouais. Sur le carbone? Ouais. Puis les supports à bagages, tu les attaches, sur, Seatpost? En fait, j'ai essayé ça l'année dernière, puis ça va pas mal être ça que je vais garder. C'est, les supports, Tailfin. C'est une compagnie, anglaise, puis dans le fond, c'est un genre de rack en carbone. Dans le fond, tu mets un axe de roue qui dépasse un petit peu de chaque côté, puis c'est un rack en carbone qui vient se clipper. Puis là-dessus, il y a un sac de 18 litres qui s'attache aussi à ta selle. Puis, parce qu'avant, j'avais pris le sac de sel, là, type Apidurol, toutes les autres marques. C'est quand même bien, mais ça ballotte quand même beaucoup, même si tu mets des trucs là, pour pas. Ils se vendent des petits, des petits bidules en métal Bloc-a-rone? qui empêchent là, de ballotter, mais tu le sens quand même dans les montées, tu le sens quand tu es en danseuse. Puis, côté chargement, c'est quand même plus compliqué. Il faut que tu te casses la tête un peu plus, il faut que tu joues un peu plus à Tetris, disons. Tandis que le truc de Tailfin, c'est vraiment, ça s'ouvre sur le dessus, tu mets ça dedans. C'est vraiment bien fait. Puis bon, c'est sûr que c'est peut-être 300-400 grammes de plus là, avec le rack, mais tu déclipes, tu rentres le soir, tu rentres tes affaires. Tu sais, sincèrement, ouais, tu une quiétude d'esprit quand même plaisante avec ça. Puis juste parce que ça bouge pas dans les montées, là, un gros plus. Ouais. Au niveau, de la nutrition, est-ce que, tu un petit aliment fétiche? Moi, je pense à Henry Do, que si vous êtes dans le monde de l'ultra-vélo, vous le voyez sur Instagram avec ses Ouais, crèmes ouais, glacées ouais. et maintenant ses hamburgers. Ouais. Toi, as-tu un aliment fétiche, quand tu pars en longue randonnée? Ben, un aliment fétiche, non, mais moi, je m'en tu sais, ici, en tout cas, je m'alimente dans les dépanneurs, là, fait que souvent, moi, je niaise, là, mais tu sais, c'est la formule, 3 repas inclus au dépanneur tout le temps. Puis avant de faire du vélo, je m'étais pas rendu compte à quel point il y avait de tout dans les dépanneurs, dans les stations-service au Québec. Fait que tu sais, moi, les petits sandwichs, là, j'aime bien ça. Chez nous, non, là, mais fait que c'est vraiment d'essayer. Tu arrives dans une ville, tu dis: «Ah, ici, il y a un petit sandwich au poulet, ici, il y a des canneberges, ici, dans les œufs, il y a telle affaire», puis c'est des niaiseries, mais moi, je trouve ça drôle de goûter au terroir de chaque endroit. J'avais fait un voyage aux États-Unis, puis mon trip, c'était de goûter les bartendes différentes, c'était de goûter les liqueurs, l'espèce de Dr Pepper, sucré que je bois pas de liqueur dans la vie, là, mais c'est ça. Moi, je trouve ça drôle de goûter à ça. Fait que c'est un peu, j'arrive au dépanneur, je me dis: «Ah, c'est quoi la chose la plus bizarre que je pourrais acheter pour manger?» Les bonbons, les jujubes, c'est sûr que ça passe beaucoup. Je suis plus du type, vrais aliments, là, même si c'est sûr que les bonbons, j'en mange, là, parce que ça rentre bien. Mais ouais, la petite sandwich, c'est pas mal, ouais, je suis pas mal la fille des sandwichs, je pense. Je pense que moi, le seul gros événement, j'avais fait dans le fond le tour du lac Saint-Jean à Saint-Jean. Ouais. C'est vraiment c'est un beau concept que j'avais à faire, puis c'était un défi que je m'étais lancé. Puis, j'avais remarqué la quantité les dépanneurs, ça devient vraiment ton meilleur ami. Fait que Ah ouais. quelqu'un qui décide de faire un défi cycliste de plusieurs heures, ou près d'une journée, là, passer 150 kilomètres, Mmh. selon moi, ça devient, un de quoi d'ultra. Puis, tu sais, Ouais. c'est pas facile à traîner des sandwichs, là, malgré tout, Non, là, non, c'est avec un ça. ice pack, et ainsi de suite. Ça devient pesant aussi à un certain point. Ouais, Et on peut parler quasiment d'un 10 heures là, total, 150 kilomètres, là, surtout si c'est ton premier. c'est ça. Le conseil que je donnerais à tout le monde, aller dans les dépanneurs. Ah, ça Vous sauve des avez vies, là. vous avez votre cellulaire avec, votre PayPass, vous prenez, des billets de vin si jamais vous êtes plus en région, puis que c'est pas tout il y a des places qu'il y a des dépanneurs qui prennent pas, Mmh. l'argent comptant, là, si vous êtes, plus reculé. Mais c'est le meilleur conseil que je peux donner à n'importe qui. Ah ouais, ouais, puis le petit sandwich à crème glacée au dessert, ouf! C'est, ouais, ouais, Puis c'est ta source d'eau aussi. tout à Aller fait, dans les tout dépanneurs, à fait. acheter une bouteille de 2 litres d'eau, Ouais, elle est potable, tu auras pas de problème, tu es certain. exact. Puis
remplis les 2 bidons, puis tu repars. Exact. Au niveau mental, tu en as parlé un peu au début, du podcast. Comment tu te fais pour te préparer mentalement? Oui, il y a la préparation en général de la course. Tu l'as mentionné un peu que on fait des 300 kilomètres, mais tu sais à un moment donné, tu vas pogner le mur, là, Ouais. c'est long, 1000 kilomètres, là. Comment qu'on se prépare mentalement à ces difficultés-là? Ben, je pense qu'il y a une part de c'est pas se dire, «Qu'est-ce que je peux faire pour que ce mur-là n'arrive pas?» parce que c'est sûr qu'il va arriver. On sait pas quand, mais c'est sûr qu'il va arriver. Des fois, dépendamment justement sur un 1000 kilomètres, quand ça fait 3 4 jours que tu roules, ça se peut que ça arrive vraiment rapidement dans une journée, peu importe, mais ça va arriver pour des probablement des raisons que tu comprends pas puis que c'est vraiment de savoir de un que ça va arriver, puis de pas essayer de se dire: «Bah, je fais fi de ça», puis, fait que c'est quand ça arrive, moi, ce que je fais, j'essaie de changer le focus, peu importe c'est quoi. Tu sais, je me parle, je suis consciente de ce qui m'arrive. Au début, peut-être pas, là, dans les premières années. Maintenant, je suis consciente de ça, donc c'est un peu change un peu ton discours intérieur. Encore une fois, ça a l'air un peu cliché, mais tu sais, tu te poses la question, là: «Qu'est-ce qui me dérange en ce moment?» Puis, tu sais, «Qu'est-ce que je peux faire pour» souvent, tu t'arrêtes à quelque part, tu manges quelque chose, le focus va être changé, ça va être réglé, tu parles à quelqu'un, tu essaies de te concentrer sur autre chose. Puis comment je m'entraîne pour ça? Ben, c'est certain que, de s'entraîner dans toutes les conditions possibles, ça forge le mental, là. Je me rappelle, là, les premières fois, il pleuvait, je pense 30 millimètres dans une journée, puis je me suis dit: «Ben, moi, il faut que je sorte faire, tu sais, je vais aller faire 50 kilomètres, là, je vais le faire, là». Puis là, c'était mon premier vélo de route, tu sais, j'avais fini les patins de frein, là, tellement ça ça avait aucun sens cette journée-là. Mais j'étais allée, puis j'avais fait des allers-retours sur le boulevard Champlain. Puis, tu sais, c'était dégueulasse, c'était pas, tu sais, c'était pas le fun d'être là. Mais après ça, tu en ris parce que ça arrive durant les événements, là. Ça m'est arrivé en Estrie l'année dernière pendant le 500 au GBC. La première journée, c'était infernal, là. Mais tu sais, pourquoi tu restes là? Ben, c'est parce que, ben, tu le sais que ça passe, qu'il y a rien qui est permanent, puis tu l'as déjà fait. S'entraîner contre un vent de face de fou, ben, même chose, tu sais, tu sors quand c'est pas beau, tu sors quand c'est froid. Moi, j'ai peur de rouler la nuit, puis c'est ce qui fait que dans les événements, quand la nuit arrive, je deviens un peu, tu sais, je veux rentrer, tu sais, j'aime pas ça, je suis pas bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait la première fois? Je me suis couchée un soir à 22 heures, je me suis relevée à minuit, je suis allée rouler 50 kilomètres encore, de minuit à 2 heures du matin, puis je suis retournée me coucher, là. Tu sais, pour habituer ton corps, fait que c'est vraiment ça, c'est de te mettre volontairement dans des situations difficiles pour que quand ça arrive le jour de la course, tu aies un point de repère. Tu sais, ça sera pas nécessairement moins facile, mais tu sais que cette fois-là, tu as survécu à ça, là. Puis tu développes tu sais, c'est de voir comment ton corps réagit, comment ta tête réagit. Tu finis aussi par, tu sais, pas par t'en foutre, mais tu finis par focusser sur autre chose des fois. Fait que des fois, moi, je roule contre le vent, puis je suis comme: «Bon, qu'est-ce que ça fait, là?» Tu sais, c'est pas je roule pas vite, mais fait que c'est ça, ton moral devient de moins en moins affecté par ces choses-là que tu connais finalement, que tu as apprivoisées. En nutrition, on dit souvent de ne pas essayer quelque chose de nouveau pour une course. C'est le même Ben, un peu principe. c'est le même principe, mais avec Ouais, la mise en situation. exact, c'est Et ça. oui, tu es allé, la nuit faire du vélo pour justement te Mmh. pratiquer. Est-ce que tu as mis d'autres mesures en place pour peut-être diminuer le stress de la première fois aller rouler de la nuit? Ben, c'est sûr que la première fois que je l'ai fait, c'était sur un parcours que je connaissais ici, éclairé, tu sais, c'était pas la peur. Je sais pas de quoi j'ai peur. Je pense que c'est irrationnel, tu sais, je deviens un peu, tu sais, j'ai peur des animaux, mais tu sais, souvent ils sont pas là les animaux, là, c'est pas ils ont peur de toi. Tu sais, tu vois des yeux, mais ils vont se cacher. Fait qu'au début, tu vas, tu sais, tu, tu te mets, excuse-moi, je cherche le mot. Tu confrontes les choses, mais petit à petit, dans le fond. Donc, la première fois, c'est ça, c'était un parcours que je connaissais déjà. Une autre fois, ben, je vais allonger un autre parcours. Une autre fois, j'avais fait des cheminots de nuit pour revenir. C'est quand même un environnement plus, plus noir, disons, que les routes ici qui sont éclairées. Hem, Tu changes ton éclairage, tu essaies des choses. Tu peux te mettre de la musique, là, je sais que c'est pas conseillé à vélo, mais dépendamment des endroits, des fois, soit le petit haut-parleur ou un écouteur, ça peut quand même, mentalement faire du bien, là. J'ai un moment en Corse où, c'est ça, moi je me parlais, là, je me suis parlé très fort, puis même s'il y avait des animaux, c'est certain qu'ils se sont sauvés. Puis je suis persuadée que j'irais faire ce col-là de jour, puis je me dirais: «Comment j'ai pu faire ça de nuit?» tellement il y avait des trous, c'était insensé.
mais à un moment donné, tu finis par te parler, tu te cries après, puis ça y va, là, tu plus le choix, là. Tu te concentres Dans sur ce que mon tu peux, dans le fond, là. dans mon tour du lac Saint-Jean, c'était c'était en 2023, si je ne me trompe pas. Et il y avait beaucoup de feux de forêt. Ouais. Donc, quand je suis parti à 5 heures le matin, euh, c'était embrumé, là. Avoir été Mmh. asthmatique, il a fallu que je retourne après Ouais, 20 kilomètres, ça n'aurait pas fonctionné. Là, tu connais le lac un peu? ouais, Quand je suis arrivé à l'entrée du parc forêt Saint-Henri-de-Taillon, il y a un 20 kilomètres dans le bois, ouais, 20-25. Là, euh, on est la Saint-Jean, c'est ouais, férié, ouais. avec les feux de forêt. Quand je rentre dans le parc, il s'est mis à mouiller OK. sur de la gravelle. Je suis sur la piste cyclable depuis le début. Ah ouais. Puis j'ai comme descendu à peu près à 17 km/h. Tu sais, quand tu roules à 25 km/h depuis le début de la Ouais, journée, puis ouais, tu ouais. arrives à 17. Euh, je me faisais piquer par les maringouins pendant que je roulais. Puis je pense que c'est entre 21 et 25 km se rendre jusqu'à la plage de Pointe-Taillon. Et la chanson de Laurent Paquin, Les Sacs québécois, là, je ne le dirai pas là, parce que mais je l'ai chanté à peu Ah ouais, près ça en te roule ligne en pendant boucle, 30 hein? minutes. Ah! Pendant 30 minutes. Qu'est-ce Ah que je ouais, fais? ouais. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mais à un moment donné, dans des situations tu sais maintenant, un petit vent de face, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Ah ouais, ben, Je tu me suis tellement fait fait piquer par pire les que ça. maringouins. Ben oui. Good. Ah, je comprends tellement. Euh, Tu en as mentionné, rapidement tantôt au niveau, des Orcus Bacchus, qu'il y a quand même, près de 50 d'inscriptions féminines. Les femmes au niveau des ultras, c'est encore une présence un petit peu moins présente. Tranquillement, pas vite, c'est en train de monter. Mmh mh. Toi, est-ce que tu as une femme dans le monde de l'ultra qui t'a inspiré à devenir ultra ou tu as vraiment fait ton chemin tout seul? Il y en a quelques-unes, oui, pour différentes raisons, là. C'est sûr qu'il y en a sûrement d'autres au début qui m'avaient inspirée, mais là, celle qui, il y en a une qui me vient en tête particulièrement, là, une Allemande, Fiona Kolbinger, qui avait été, en 2019, je pense que c'est 2019, la première femme à gagner la transcontinentale, overall, donc vraiment remporter, là, je pense elle avait devancé de 10 heures le deuxième participant qui est un homme. Puis c'est ça, je pense qu'elle était surprise elle-même parce que c'est quelqu'un qui est forte en cyclisme et tout, mais je pense pas qu'elle était consciente de ses capacités, hem, pour réussir un exploit comme ça. C'était sa première participation, puis c'est de la voir, c'est tout avec elle avait ses chambres à air, crevées autour d'elle, puis elle arrivait comme à l'arrivée, tout ça. Puis tu sais, elle était comme: «Ah oui, ah ben finalement, ah oui, je suis première, OK». Je pense qu'à un moment donné, elle a compris puis elle s'est mis un peu plus à courser, là, mais c'est ça, c'est de voir, elle était tellement méthodique dans sa préparation et tout. Par après, quand tu l'écoutes parler, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment ça, je pense que ça a changé un peu l'espèce de narratif où tu dis: «Ah ben, tu sais, c'est beau, c'est la première femme chez les femmes», mais non, là, c'est la première femme overall dans la course la plus réputée en ultracyclisme, là, c'est quand même gros. Puis, sinon, un peu plus près, dans le fond, ben, je dis plus près de moi, plus loin, mais plus près, mais Lauriane Placet, qui a fait un peu les mêmes exploits, dans la série Biking Man, là, où j'avais commencé au Portugal en ultra. Elle aussi, ça a été, la première femme qui a terminé première overall dans la série Biking Man, là, c'est quand même un gros exploit. Puis elle aussi, c'est quelqu'un qui analyse vraiment beaucoup les parcours, qui est super méthodique. C'est quelqu'un qui a un coup de pédale vraiment régulier. Puis c'est ça, là, j'ai l'air de parler seulement des filles qui arrivent premières et tout. Là, c'est pas, c'est parce que c'est celles qu'on connaît. Mais ce qui m'impressionne là-dedans, c'est que ce sont des femmes qui ont une vie à l'extérieur de ça, qui font pas que ça. L'Allemande est médecin. Lauriane, je me rappelle plus dans quel domaine elle est. Je pense qu'elle est ingénieure, mais elle fait autre chose de sa vie, dans le sens, c'est pas son sport professionnel non plus. Fait que c'est impressionnant de voir des gens qui ont une discipline, des femmes qui ont une discipline aussi grande là, pour réussir à s'entraîner mentalement comme ça et physiquement. Donc, ouais, c'est vraiment. Il y en aurait plein d'autres là, que je pourrais nommer, là, la Elle Wilcox, qui est une Américaine qui a battu le record du Tour du monde à vélo l'été dernier. Anna Arendt, qui est une autre Allemande aussi, là, qui est vraiment réputée dans le milieu, qui avait subi une grosse chute d'ailleurs en Espagne, puis
qui a vraiment, qui a été très, très blessée et tout. Ça a été long remonter, la pente, mais elle roule encore aujourd'hui, puis c'est vraiment franchement, un bel exemple de résilience, là, vraiment, vraiment, vraiment puissant. Good. Tu as quand même écrit 2 articles, si je ne me trompe pas, pour Nature humaine. Ouais. Le premier, La place des femmes en ultracyclisme, et le deuxième, Comment attirer davantage de femmes dans les événements d'ultracyclisme. Heu, s Est-ce que tu peux me résumer tes articles? Ouais. En fait, ben, c'est ça, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que je me suis toujours posé la question. Puis c'est certain que quand je suis arrivée pour la première fois pour faire ben, ici aussi, c'était le cas, mais il y a moins de courses, donc ça on dirait que ça marque moins. Quand je suis arrivée au Portugal, je vais dire un chiffre là, banal, mais je pense qu'on était 20 là, sur 150. C'était 20 femmes, tant solo que duo, là, je me rappelle plus. Mais bref, le pourcentage était vraiment très faible. Donc tu viens à te poser la question pourquoi? Surtout, moi, je viens du monde de la course à pied. Hem Souvent, il y a moins de femmes, mais c'est pas un écart qui est si creusé que ça, disons. Donc c'est ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que, ben, moi, justement, j'ai vu des femmes inspirantes, puis j'ose espérer que ce que je fais va peut-être inspirer d'autres femmes à faire pareil. Donc le premier article, c'était plus un recensement un peu de un questionnement de pourquoi, quelques hypothèses de pourquoi qui pourraient expliquer ça. Puis dans le fond, ce que je me suis rendu compte quand j'ai écrit le premier article, c'est que la littérature scientifique aborde beaucoup, la place des femmes en ultra, mais pour les autres sports, donc pour la course à pied, il n'y avait pas de données dans le fond pour l'ultracyclisme ou très peu. Puis dans le fond, c'est ça, le constat dans le fond, c'est ben on pose des hypothèses, mais dans le fond, on n'interroge pas les femmes pour le savoir. Donc, j'avais, bon, mentionné ça un peu, puis je m'étais dit: «Ben, tu sais, finalement, le sondage, qui va le faire?» Fait que moi, j'ai lancé un sondage comme ça de manière très naïve, là. Oui, je suis analyste de données dans la vie, mais c'était vraiment pour sonder. Puis je me suis dit: «Au pire, je vais faire une première action, puis peut-être ça donnera l'idée à d'autres, là. Du moins, ça encouragera le débat là-dessus». Fait que maintenant, avec les moyens qu'on a, avec la technologie, c'est quand même facile avec les réseaux sociaux, d'aller rejoindre quand même, un gros bassin, puis justement pas juste au Québec, au Canada. Donc, je pense que j'ai récolté 80 réponses là, de femmes partout là, dans le fond, dans le monde de l'ultracyclisme. Il y avait autant des femmes qui avaient participé ou qui justement voulaient, mais qui c'était pas encore arrivé, peu importe la raison. Euh, Puis c'est ça. Fait que moi, dans le fond, j'ai fait ce sondage-là. Dans le fond, le deuxième article, c'est un peu les constats qui ressortent de ce sondage-là. Donc, c'était vraiment pour répondre au premier article là-dessus. Puis justement, tu sais, je suis arrivée en Corse pour le Biking Man, puis il y a une fille qui m'a dit: «Ah, c'est toi qui as fait le sondage, j'ai participé et tout». Fait que c'est quand même bien de voir, tu sais, l'impact là, outre-mer, là, c'était quand même cool pour ça. Il y a quand même des données intéressantes là, au niveau, je pense que c'est dans le premier article, c'est que tu sors, les données, Mmh. au niveau du faible taux d'abandon chez les femmes, Ouais, comparativement aux hommes, qui est quand ouais. même, j'étudie aussi en statistique, donc ah, au niveau, c'est assez, c'est différent, une assez grande différence statistique qui est parlante. Ouais. Donc, au niveau, en tant que femme, selon toi, pourquoi ça pourrait être un taux d'abandon plus faible chez les femmes? Ben, par rapport à mon observation à moi, ce que je vois globalement dans les événements, je pense que les femmes, heu, pour la plupart, on part plus conservateur. Tu sais, moi, je suis consciente que quand je vais faire une très longue distance, je dois baisser ma vitesse moyenne. Je n'irai pas partir avec le couteau entre les dents parce que je sais que je ne pourrai pas durer tout l'événement. Je pense que les femmes ont une plus grande capacité de partir plus mollo, peu importe la raison, soit qu'elles en sont conscientes, soit que physiquement, ben, on a peut-être des dispositions qui font qu'on est plus dans l'endurance, je ne sais pas, mais c'est ce que j'observe. Tu sais, souvent, on se dit: «Ah, on va laisser les coques à l'avant, puis bon, on part doucement». Mais tu te rends compte finalement que, ben, tu sais, peut-être que moi, je vais rouler plus longtemps, mais à une vitesse moindre, mais que je vais moins arrêter parce que justement, je suis capable de maintenir ça plus longtemps. Hem, Fait que ouais, ça, c'est quelque chose, je pense, qui est quand même assez parlant. Puis je pense que l'écart aussi, diminue dans le fond. L'écart, en fait, pas je pense, mais les données le montrent là, que l'écart diminue plus les distances s'allongent, dans le fond. Donc, je pense que c'est un peu ça aussi. Je pense que les femmes, on a plus la capacité d'être sur un mode endurance, puis sur un mode
Je sais pas si on va plus dans notre tête. J'ai aucune idée comment ça se passe, pour comparer entre les 2, mais ouais, certainement que ça, c'est un facteur selon moi qui joue quand même là-dessus, là. Au niveau du monde de l'ultra, de la course, moi, il y a Courtney Delaware, qui est Ouais, quand même une femme incroyable. ouais. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est une ultra runners de trail qui fait les Moab et tout ça et qui gagne des Open, donc Mmh. overall, hommes contre femmes, à profusion au cours des Ouais. dernières années. Euh, Étant donné, avec les différences de performance sur les longues distances, je pense que dans ton deuxième article, tu discutes quelques points de solution. Mmh. Est-ce que, selon toi, avoir une catégorie femmes, étant donné que les résultats à la fin, au niveau de la performance, peut venir, les écarts sont de moins en moins grands, est-ce que c'est toujours pertinent d'avoir une catégorie femmes et une catégorie homme, selon Hem, toi? ben, je pense que c'est important de la maintenir, ne serait-ce que pour souligner là, tu parles, mettons, faire un podium femme, un podium homme, mettons, là? C'est ça que tu parles ou tu Oui, parles de oui, oui. faire OK. Ben, je pense que c'est important de la maintenir pour justement une question d'équité, là, d'avoir, mais en même temps, si on je comprends ta question, si on mélangeait le tout, mais je personnellement, pour moi, ça ferait pas vraiment de différence que ce soit juste homme-femme ou qu'on soit une catégorie générale, globale. Je me doute par contre que ces raisons-là d'encouragement à participer ou de faible taux, de participation, tu sais, je me doute que c'est multifactoriel. Fait que peut-être que moi, ça me touche pas, peut-être que ça en toucherait d'autres aussi. Je pense que la clé, ce serait peut-être de l'essayer pour voir qu'est-ce que ça fait. Puis, dépendamment de l'intention aussi d'un événement, tu sais, ça ça en dit long des fois comment l'événement est organisé, l'intention, heu, sur qui va y participer, puis quelle ambiance va être là. Donc des fois, tu peux mettre en place plein de choses, puis finalement, ton événement est vraiment, a une ambiance telle parce que, ben, tu as une intention différente là, pour l'organisation, dans le fond. Est-ce que quand tu as fait ton sondage, tu as pu solliciter des membres de comités organisateurs de courses d'ultracyclistes et est-ce que c'était majoritairement des hommes ou des femmes quand tu as fait ton sondage? Le sondage, je l'ai adressé seulement aux femmes. C'était vraiment participante ou quelqu'un qui convoitait là, de faire une course d'ultracycliste. J'ai discuté des fois avec des organisations là, justement parce que j'envoyais le sondage et tout, mais j'ai pas eu de franche discussion sur qu'est-ce que vous faites vous, qu'est-ce que vous faites pas. Tu sais, ce que je comprends globalement, c'est que la plupart des organisations sont intéressées là, à hausser le taux de participation féminine. Puis, justement, le Biking Man m'a posé des questions, m'a demandé qu'est-ce qui ressortait de ce sondage-là. Tu sais, les gens sont venus vers moi pour savoir. Fait qu'il y a un intérêt réel, puis ça, c'est vraiment génial. Puis on le voit cette année, c'est quand même une grosse année 2025 parce que, justement, je parlais de la transcontinentale tout à l'heure, puis, eux, dans le fond, voulaient arriver à je pense que c'était le chiffre 100, ils voulaient 100 femmes qui participaient. Je ne sais pas c'est quoi leur maximum, là, c'est peut-être 200, je ne sais pas. Mais ils voulaient qu'en 2025, il y ait 100 femmes qui s'inscrivent à la transcontinentale, qui, je le rappelle, c'est la course, là, une des courses les plus réputées en ultracyclisme, donc un 4000, 5000, environ 5000 kilomètres en un peu plus que 2 semaines. Tu traverses plusieurs pays et tout. Donc, eux, c'est ça. Ils ont mis de l'avant vraiment plein d'actions. Ils ont mis des webinaires, ils ont mis. Dans le fond, c'est l'organisation a mis de l'avant des femmes. Donc, quand l'organisation inclut des femmes, je pense que déjà, de réfléchir en tant que femme pour ce que tu veux dans un événement, c'est pas une critique envers les hommes, c'est juste, je pense qu'on réfléchit pas de la même manière selon les infrastructures, selon les enjeux d'un événement, selon nos peurs, selon nos appréhensions. Donc, d'inclure des femmes dans l'organisation, déjà, je pense que ça aide beaucoup. Puis, là, j'ai oublié le fil de ta question, mais mais bref, ce que je disais, c'est que c'était une grosse année, puis que beaucoup on le voit dans beaucoup d'organisations cette année qui essaient de faire, hausser justement la participation féminine. Puis tant mieux, c'est génial, les gens posent des questions, ils essaient des choses. Puis moi, ce que j'aimerais faire, je vais essayer, mais c'est de solliciter les organisations pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait, puis est-ce qu'il y a eu un impact, est-ce qu'ils l'ont vu, puis qu'est-ce qu'ils prévoient faire, est-ce que c'est quelque chose qu'ils veulent poursuivre, comme intention et tout. Ah. Puis, mettons que à toi, Geneviève Ailey, je te donne les clés, la présidence d'un comité organisateur d'une course d'ultracyclistes. Ça serait quoi l'action
que tu prendrais? Je sais qu'il pourrait en avoir plusieurs, mais ce serait quelle une des premières actions que tu ferais pour essayer d'augmenter le taux de participation, chez les femmes dans ta course à toi? Ben, la première, je viens de le dire, là, mais c'est vraiment de mettre des femmes dans l'organisation. Faut qu'il y ait au moins la parité, c'est certain. Faut ensuite, quelque chose qui, je pense, aide beaucoup. Je parlais de l'intention d'une course, l'ambiance qui est générée dans une course, quand tu t'inscris aussi, c'est de mettre des femmes qui ont participé, mais de les mettre de l'avant, donc mettre des témoignages. Tu sais, c'est bien le fun là, de voir, les podiums arriver, mais je pense que c'est important aussi de mettre, tu sais, de mettre des filles comme moi qui sont ordinaires, qui ont un job en dehors de ça, puis qui le font pareil pour le plaisir. Puis moi, je ne vise pas un temps, je veux juste la terminer, je vais chercher autre chose, mais c'est ces femmes-là, si on veut augmenter la participation, c'est pas seulement les gens plus performants, là, tu sais, il faut vraiment aller dans la moyenne, toucher autre chose, d'autres clientèle. Fait que c'est vraiment de mettre les femmes de l'avant, tant dans la rétrospective de la course que dans l'intention de gens qu'on veut toucher. Puis ça passe certainement par, mettre des femmes dans l'organisation, puis mettre des femmes de l'avant, des ambassadrices et tout, là. Question pour toi, question. On est ici pour te poser des questions, mais, au niveau, du l'ultra-cyclisme pour toi, est-ce que tu vois ça comme étant de la compétition, de la performance ou de quoi de plus récréatif? Ben, pour moi, personnellement, là, côté performance, non, là, tu sais, moi, je vois ça comme un tu sais, je dis course parce que bon, mais c'est plus un événement, c'est une course contre moi-même. C'est plus comme ça que je le vois. Tu sais, il peut tellement se passer de choses. Tu peux faire la même course d'une année à l'autre, le même parcours, les mêmes affaires, mais juste pour la météo, ça peut tout changer. Cette journée-là, tu peux moins bien filer. Tu sais, il y a tellement de choses, que ce soit ton état mental, ton état physique, que, ouais, je pense pas. Tu sais, moi, j'y vais selon mes paramètres à moi, puis peut-être que mon discours serait différent si j'avais les capacités de faire des podiums et tout ça, mais sincèrement, c'est pas ce que je recherche. Puis, ouais, le dépassement est vraiment il faut que la motivation soit intrinsèque, je pense, plus que extrinsèque parce que tu es tellement longtemps à souffrir sur ton vélo que si tu veux seulement, tu sais, performer, par rapport aux autres, dès que justement tu performes plus, ben, tu arrêtes, tu lâches, tu abandonnes. Fait que ouais, c'est bien d'avoir des objectifs en temps, je pense, mais personnellement, de battre des gens, ça m'est égal sincèrement, là. Fait que malgré que le chiffre de 1 000 kilomètres pour être grand, pour toi, c'est comme quelqu'un qui fait son 4e marathon, qui est aussi nerveux que son premier, Oui, puis il fait juste s'améliorer de fois en fois. oui, il On fait juste découvre pas 10 dans l'été, là. oui, c'est ça, tu sais, tu apprends sur toi, c'est de voir qu'est-ce que tu peux aller chercher là-dedans. C'est sûr que le 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 sentiment de traverser une ligne d'arrivée d'un événement comme ça, c'est grandiose, c'est vraiment, vraiment plaisant, mais je peux pas mentir en disant que quand je l'ai traversé au Portugal, ça m'a fait plus quelque chose qu'à la Corse. Tu sais, la Corse, l'événement est théoriquement plus difficile parce que, le dénivelé est plus important, mais moi, je l'ai trouvé plus facile. Est-ce que plus facile parce que c'était mon deuxième? Est-ce que, tu sais, deuxième de ce format-là? Portugal, j'ai tellement appris, j'arrivais là tellement, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. J'étais préparée, mais pas tu sais, assez, oui, visiblement, mais pas au niveau, tu sais, il y a tellement de choses que j'ignorais encore, donc c'est ça, oui, on a une fébrilité dès la ligne de départ à chaque fois, mais c'est ça, tu apprends des choses sur toi de fois en fois, c'est sûr. Si tu avais un conseil à donner aux femmes qui hésitent de se lancer en ultracyclisme, ce serait quoi? Hem, ben, je pense que le plus difficile, là, ça a l'air banal, mais c'est vraiment de cliquer pour s'inscrire. Hem, Fait que je pense qu'une fois que ce clic-là est fait, que tu t'es commise, moi, je vois la vie en me disant que je vais trouver des solutions pour que ça se passe, pour que ça se fasse. Puis, dans le fond, c'est le conseil que je donne, que moi j'ai beaucoup, j'ai beaucoup fonctionné comme ça au début, tu sais, tu te lances dans quelque chose de vraiment gros qui est à l'étranger des fois, mais maintenant avec les réseaux sociaux qu'on a, on voit les noms des femmes qui sont là, on voit les femmes qui sont mises de l'avant, mais contactez-les, tu sais, écrivez-leur, puis ça va être vos plus grandes alliées pour ça. Moi, j'ai eu des fabuleux conseils de femmes que je connaissais même pas. Il y a des femmes que je vais qualifier d'amies, mais que j'ai jamais rencontrées, qui m'ont suivie pendant le Portugal, puis qui commentaient: «Hey, tu es rendue à telle place, parfait, tu fais bien ça». Tu sais, c'est une communauté vraiment, vraiment géniale. Donc, de ne pas hésiter, de se servir de ce pouvoir-là, de cette puissance-là de la communauté féminine. Puis, ben, tu sais, un service en attire un autre. Fait que
moi, je veux dire, tant mieux si, je donne des conseils puis ça aide d'autres gens parce qu'il y en a d'autres qui m'ont aidé avant. Donc, ouais, c'est vraiment ça. Puis peut-être un dernier petit conseil, tu sais, heu, viser des objectifs quand même, ambitieux mais réalistes, juste pour que tu restes dans la zone où tu peux, créer une expérience positive de ce que tu fais puis progresser tranquillement parce que, ben, c'est quand même quelque chose de gros, mais c'est quelque chose de faisable si c'est bien organisé, bien entraîné, puis bien réfléchi. Donc, c'est vraiment de ouais, mettre toutes les conditions de son bord pour réussir justement. Bon. Tu l'as mentionné tantôt, de jour, tu es analyste, de données, Ouais. mais je pense que de week-end, quand tu es pas sur la selle, tu es en train d'écrire. C'est Ouais, quoi que tu ça préfères, les mathématiques ou écrire? c'est une question difficile, mais définitivement l'écriture. Tu sais, dans le fond, j'aime j'aime les chiffres pour comprendre le monde, disons, là, tu sais, j'ai un côté très rationnel en moi, mais l'écriture, ça me permet un peu de faire parler les chiffres, ça me permet d'être créative, ça me permet de mettre de la chair autour de l'os, tout ça. Fait que oui, définitivement l'écriture, c'est certain, là. Il y a le plus beau feeling, je pense, c'est, tu sais, le matin, tu te lèves avec ton café, tu écris un peu, tu vas t'entraîner après, ou le soir, l'été, tu t'entraînes toute la journée en vélo, tu fais une longue sortie de vélo, tu reviens, tu soupes. Moi, je suis sur mon balcon le soir, je suis en train d'écrire avec de la musique, puis probablement avec une petite bière aussi, là. Une petite bière? Mais, mais ouais, c'était vraiment, j'ai vraiment, ouais, je suis vraiment bien dans ce processus d'écriture-là, vraiment beaucoup. Ça t'est venu où l'idée de partir la peinteuse blogueuse? C'est une petite bulle au cerveau, en fait. Ben, en fait, je le faisais déjà pour, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les bières de microbrasserie. Hem, Puis quand j'ai commencé à faire des longues distances, dans le fond, je me disais: «Bon, tu sais, il me faut un objectif pour, rouler cette longue distance-là». Puis là, je me cherchais des itinéraires. Souvent, c'était des longues pistes cyclables parce que, ben, tu sais, je pouvais être dans ma tête, puis je me souciais pas des voitures. C'est sûr qu'après que j'ai eu l'accident, des fois, quand je roule dans les voitures, je deviens un peu, je me tanne un peu, je me tanne plus rapidement, là. Donc c'est ça, fait qu'il y a une fois où je me suis dit: «Ah, je vais me rendre à une microbrasserie à 90 kilomètres de chez moi, je vais prendre une bière. Je suis jamais allée là, je vais goûter à leur bière, puis je fais revenir». C'était comme une motivation dans le fond pour me rendre, puis dans le fond, tu roules, puis c'est niaiseux, mais dans ta tête, tout ce que tu dis, c'est: «Ah oui, je vais goûter à telle chose, telle affaire, telle affaire». Puis tu as comme pas le choix, tu sais, tu te rends, puis après ça, ben, il faut que tu reviennes. Fait que tu as plus le choix. Fait que je m'entraînais un peu comme ça, tu sais, pour découvrir des coins du Québec. Souvent, les microbrasseries sont situées dans des endroits de campagne, c'est souvent des beaux coins, des beaux rangs, des endroits où tu roules à vélo, puis c'est vraiment agréable. Fait que c'est un peu ça. Je me suis dit: «Jusqu'où je pourrais me rendre pour faire ça?» Là, ça a été, le tour de la Gaspésie en vélo. Là, j'ai visité des microbrasseries tout le tour. Je me suis rendue à Gatineau, j'ai fait la même chose. Puis après ça, je me suis dit: «Ben, tu sais, pourquoi je jumèlerais pas, dans le fond, les 3 passions?» Là, je ne veux pas dire que j'ai une passion pour la bière, mais dans le sens définitivement, j'aime beaucoup la bière. J'encourage pas de boire à vélo, là, c'est pas ce que je dis du tout, du tout. Mais c'est ça. Fait que je me suis dit, dans le fond, écriture, vélo, bière, puis j'aime écrire, dans le fond, je vais me pratiquer à écrire, je vais, tu sais, je pense que ça a rejoint les gens, ça a été, quand même bien accueilli. Puis après ça, ben, c'est ça, j'ai proposé cette idée-là à Vélomag. Donc là, j'ai la peinte à bicyclette dans Vélomag, maintenant, qui fait, un peu la même chose. C'est bon. Puis dans le fond, c'est un tracé qui suggère différentes, j'allais dire brasseries, mais microbrasseries au niveau, sur le parcours? Ouais, c'est ça, dans les environs. Puis, c'est ça. Il y a des endroits où il y en a beaucoup, là, fait que c'est sûr que je les nomme, mais je les fais pas toutes, là. Mais ouais, exactement. Au début, c'est des coins, tu sais, moi, j'ai pas de voiture, fait que c'est des coins, je partais de chez moi, puis je faisais comme des parcours en étoile, là. De temps en temps, bon, tu sais, je m'arrange pour justement aller un peu plus loin. Mais c'est ça, j'ai pas mal ratissé pas mal partout, là, autour de Québec, c'est sûr. Québec, Rive-Sud, là, c'est pas mal fait, là. C'est bon. Puis au niveau, là, santé mentale de la personne active, Mmh mh. prendre une bière ou se gâter après une activité physique, pour toi, est-ce que ça t'apporte une certaine équilibre de vie? Ben, j'ai rien contre le fait de se gâter après, que ce soit une bière ou un repas, peu importe, là, de se gâter après avoir fait du sport dans la mesure où ça demeure sain. Il ne faut pas que ça soit ta seule raison de faire ça parce que je pense que rapidement, ça devient un peu toxique, là, comme relation. Mais je pense que c'est quand même bien d'avoir des motivations puis des récompenses. Puis ça démontre un peu aussi que,
tu sais, je me rappelle quand je faisais de la course à pied, là, tu sais, 2 semaines avant le marathon, je prenais pas de bière, je faisais attention, tout ça. Tu sais, j'ai slacké un peu là-dessus dans le sens où, à un moment donné, faut avoir faut que ça reste dans le plaisir. Fait que si moi, c'était rendu trop, tu sais, j'aime ça justement, je vais aller en vélo, je prends, tu sais, c'est relax, je veux dire, je vais prendre une bière après. Il y a un côté social aussi avec ça qui est vraiment important. Donc, je pense pas que pendant un événement de vélo, là, je vais m'arrêter de prendre une bière, là, ça ira pas là. Mais c'est ça, je pense que ça a un très bel effet pour se récompenser dans la mesure où ça reste justement, ça reste sain, justement. La fois après 1 000 kilomètres, Oui, c'est oui, là, encore meilleur. il y en a une, oui, oui. C'est sûr. J'ai une dernière question pour toi. Ça veut dire quoi, être en santé pour toi? Hem, Moi, j'ai toujours défendu la devise, «Un esprit sain dans un corps sain». Je pense que peut-être parce que je fais du sport d'endurance puis que le côté mental est très, très présent, mais j'en parlais un peu tout à l'heure dans la notion de plaisir. Faut que ça reste plaisant, faut que ça t'apporte du bien, là. Tu sais, c'est sûr que, bon, il y a plusieurs types de plaisir, le plaisir de type 1 puis le plaisir de type 2, surtout, dans les courses d'endurance où, tu as pas de plaisir sur le moment, mais tu sais qu'après tu vas être content, donc c'est le plaisir de type 2. Je pense que dans la mesure où tu restes justement, sain mentalement, puis que tu sais que ce que tu fais, c'est correct, puis que tu rentres chez toi, puis tu as encore, tu sais, tout est dans l'équilibre, en fait. Fait un esprit sain dans un corps sain, je pense que c'est vraiment une belle devise. Puis dans le fait d'équilibrer justement tes sphères de vie, là. Ça, c'est mon opinion, mais tu sais, moi, si je faisais que du sport, j'avais pas de vie sociale, j'avais rien autour, pas d'emploi, pas de côté professionnel, je m'emmerderais un peu, même si j'aime vraiment beaucoup le vélo, là. Tu sais, j'ai besoin de me sentir utile, j'ai besoin, fait que c'est vraiment dans l'équilibre que je vois ça, être en santé. Parfait. Qu'est-ce que ça ben, pour toi, il y a le Bicus, Desertus Désertus Bicus, ouais. Bicus, je vais l'avoir. Je vais l'avoir, on est rendu à la fin. C'est ça qui s'en vient pour toi. Ouais. Tu pars le 11 avril? Je pars le 14, le départ de la Le 14? course est, dans la nuit du 18 au 19 jusqu'au 25, avril. Donc oui, ça c'est ce qui m'occupe présentement. Est-ce que tu as d'autres défis au courant de l'été qui s'en viennent? J'ai la Race Across Québec, le premier 1 000 kilomètres là, de cette organisation-là, dans le coin de, Terrebonne et Bromont cette année. Ça, c'est à la fin août. Je vais sûrement, faire, quelques petits plus ou moins longs voyages, là, durant l'été, mais côté événement, ça va ressembler à ça, là. C'est quand même, 2 bonnes bouchées, là. C'est où qu'on peut te suivre, sur les internets? Ben, c'est sûr, tout à l'heure, je disais, là, j'ai une chronique dans Vélo Mag, là. C'est sûr que c'est un magazine payant, donc il y a mes chroniques de la Pointe à bicyclette. Il va y avoir aussi cette année dans le magazine, plusieurs articles sur, des thèmes liés au cyclisme, que ce soit l'ultracyclisme, ou tout ce qui touche au vélo. Donc il y a quand même une bonne série d'articles comme ça. Ensuite, ben, c'est sûr qu'on a parlé de nature humaine tout à l'heure, donc je publie des articles, c'est un peu de tout, là, critique de produits, récits d'aventure, articles scientifiques, vulgarisation. Mes collègues aussi font une très belle job aussi. Puis, sinon, ben, c'est ça, réseaux sociaux. Donc, je pense que l'endroit le plus, la convergence de tout, c'est vraiment sur Instagram parce que je présente un peu tout ce que je fais, un peu tout ce que j'écris. Strava, bien sûr, on peut me voir rouler, là, on va peut-être voir mes ascensions répétées. Donc, c'est ça. C'est majoritairement, je dirais Instagram, un peu Facebook, mais je pense qu'Instagram, c'est l'endroit le plus facile pour savoir ce que je fais puis ce qui s'en vient. Puis je partage, des trucs et tout ce que j'écris là-dessus. C'est quoi ton Instagram? Ton C'est, ton nom? Ton thème? c'est je ne, mais je vais te dire combien il y a de E. C'est je ne, 3 E, H. Donc, Geneeeeh pour Geneviève Hillet. Mais, tu pourras le partager, Oui, bien évidemment. ça va être plus clair. Ça serait vraiment intéressant de te revoir, sur le podcast après ta course en Oui, Espagne, que tu viennes nous raconter ça si jamais tu es intéressé. La avec porte va être plaisir. ouverte. Avec plaisir, peu importe ce qui se passera, je vais être, bien intéressée. Il y a toujours des leçons à apprendre comme tu as mentionné au début, peu Tout à fait. importe, qu'elles soient finies ou non, mais Ouais, on apprend quelque chose, même dans la exact, défaite. exact. Un gros merci Geneviève d'être venue au podcast. Merci de m'avoir reçue, ça m'a fait plaisir. À la prochaine. Merci, bye bye. Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié l'épisode.
Si ce n'est pas déjà fait, aimez et abonnez-vous à la chaîne. Et pour plus de contenu, suivez-moi sur Instagram et TikTok. À bientôt.